merci d'être venus si nombreux, malgré le contexte. Nous sommes en deuil, mais il n'est pas question que nous changions, ne serait-ce qu'un instant, nos habitudes et que nous cessions de défendre les valeurs auxquelles nous croyons. C'est pour ça que je vous remercie tout particulièrement d'être venus aussi nombreux ce soir. Je vais commencer, avant de vous parler du livre qui nous rassemble ce soir, je vais vous parler un petit peu de mon parcours et vous dire comment quelqu'un d'apparemment sain d'esprit, enfin c'est du moins ce que je revendique, se demande un jour ce que c'est que le réel, la réalité, ce que c'est que le virtuel, et finit par devenir un des spécialistes du virtuel. Cette aventure a commencé, alors que j'étais littéraire, par une enquête que j'ai faite simplement pour définir l'objet d'un de mes cours. Je devais définir des concepts comme l'État, la nation, l'identité, et je me suis heurté à des problèmes de définition parce que la littérature est très nombreuse sur ces sujets, mais il y avait des espaces un petit peu vides que j'ai essayé de combler. Parmi ceux-là, un concept très bien défini, tant sur le plan juridique qu'en linguistique, c'est le concept d'État, qui est défini en 4 points. C'est un territoire, on sait ce que c'est concret. Des frontières, même si elles sont symboliques, conventionnelles plutôt, on sait ce que c'est. Une population et un gouvernement souverain. Et avec une définition aussi rationnelle, j'étais ravi d'avoir un concept clairement défini pour définir l'objet de mon cours. Or, je me suis posé une question toute bête. Une question qui n'est pas une question d'universitaire, mais une question d'élève de 6e. Combien est-ce qu'il y a d'États dans le monde? Alors, question toute simple. Hein. Bon, tout le monde avait sa réponse, personne n'avait la même. J'ai donc fait une enquête, un mailing à toutes les ambassades représentées sur Paris, à tous les organismes internationaux que j'ai pu cibler, UNESCO, ONU, Bruxelles, Strasbourg, etc., ainsi que les grands cabinets d'avocats internationaux. Et je me suis aperçu, en recevant les réponses, que le nombre d'États dans le monde variait très officiellement de 145 à 281. Alors il était évident qu'il pouvait y avoir un litige sur 4, 5, allez 10, soyons généreux, 10 États, le Népal ne pouvant être reconnu par la Chine, la Chypre turque n'étant pas reconnue par la communauté internationale, la Palestine n'étant pas reconnue par Israël et réciproquement, bref, un litige de 10 États, mais pas du simple double. J'avais donc mis le doigt sur un vrai problème, et c'est là que j'ai commencé à travailler sur la construction des réalités collectives, qu'elles soient identitaires ou qu'elles soient simplement, qu'elles relèvent des sciences politiques. Alors ça m'a occupé une dizaine d'années, et travaillant sur le réel, la construction des réalités collectives, j'ai bien sûr rencontré un certain Paul Václavic, l'école de Palo Alto, et j'ai voulu compléter, avec son aval d'ailleurs, je parle de Paul Václavic, j'ai voulu compléter sa grille d'analyse, mais là je ne m'étendrai pas, c'est l'objet d'un cours entier, donc je ne m'étendrai pas ce soir, mais j'ai voulu compléter cette grille avec l'apport du virtuel et de la psychanalyse. Et ça a donné donc lieu à une publication, une première publication, celle-là très théorique, sur la réalité du réel au temps du virtuel, avec le titre « Dans le labyrinthe des réalités », co-signé avec Madeleine Geliaskova, psychanalyste. Par la suite, j'ai bien sûr, ça c'était en 2009, en 2012, j'ai voulu réactualiser, parce que dans le virtuel, les choses évoluent très vite, j'ai voulu réactualiser rapidement les données, faire une 3e édition de cet ouvrage, et ça a été l'occasion pour moi donc d'avoir une série d'informations que j'ai synthétisées dans un ouvrage cette fois de vulgarisation, accessible pour tous, Les mondes virtuels, panorama et perspectives, qui donnait une première approche au grand public, pour le grand public, une première approche des mondes virtuels. Et plus récemment, là je vous parle de juin 2014, j'ai organisé avec Julien Péquignot une journée d'études sur les métavers à la Sorbonne Nouvelle, et les actes de cette journée ont été publiés récemment, mais celle-là
Je ne vous le recommanderai pas à vous parce que c'est un ouvrage très technique, très scientifique et destiné principalement aux chercheurs ou aux gens qui travaillent de manière très pointue sur les métavers. Alors voilà le parcours du littéraire qui est devenu spécialiste du virtuel et je vais vous parler bien évidemment un petit peu de la démarche qui m'a amené à rédiger un roman sur ce qui était quand même mon domaine de spécialité. Ce roman répond à une double exigence. D'abord, l'envie de me faire plaisir. Écrire un roman sur un sujet qu'on aime, c'est quelque chose de savoureux. Cela dit, si j'avais su le travail que c'est avant de m'engager sur cette voie, j'aurais peut-être réfléchi à 2 fois. Cela dit, je vous rassure tout de suite, le 2e volume est en préparation. La suite. Ah oui, on ne peut plus s'en passer. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je voulais traiter, mais de manière, non pas de manière théorique et politiquement explicite, je voulais traiter des interrogations que se pose la société française face à une évolution qui, pour dire les choses de manière très neutre, évolue très vite et peut-être, en tout cas, de manière non comprise par une partie de la population qui ne s'exprime pas toujours. Enfin, nous verrons cela probablement dans les urnes très prochainement, mais il est vrai qu'on est un peu, la société française est un peu intriguée par un certain nombre de points d'évolution qui vont très vite aujourd'hui. Alors, je voulais traiter ça de manière humoristique, bien sûr. Un exemple, le master pour tous, tout le monde s'en gargarise, c'est formidable, mais ça veut dire que le niveau baisse. Concrètement, et là j'ai apporté, je vous mettrai à disposition tout à l'heure si vous voulez, une copie exceptionnelle, bien sûr, c'est une caricature, mais comme mon livre, une copie exceptionnelle d'une étudiante qui est inscrite en master. Je crois qu'il y a 14 ou 15 mal dit, un non-sens, un contresens, et bref, j'ai mis charabia 0, 1 pour ne pas mettre 0 puisque la personne s'était déplacée. Pourquoi en est-on arrivé là? Le master pour tous, ça veut dire que, en tout cas dans la faculté où j'enseigne, pas dans les bonnes universités du centre de Paris, j'ai quelques amis ici qui pourraient me reprocher de généraliser, mais dans l'université où j'enseigne, dans ma faculté, nous avons, pour des raisons peut-être de clientélisme, disons franchement les choses, puisque nous sommes dans une logique de gestionnaire maintenant à l'université, donc si on est exigeant, on perd des clients, si on perd des clients, on perd nos postes. Donc on baisse la barre. Ou alors on va au chômage. Enfin, au chômage, on va enseigner autre chose ailleurs. Bon. Donc nous avons actuellement des étudiants qui ont plusieurs zéros de moyenne dans plusieurs matières, je dis bien plusieurs zéros de moyenne, et qui passent en master grâce au jeu des notes compensatoires et des coefficients. Alors, nous avons là maintenant un débat entre nous, universitaires, entre collègues. Que doit-on faire? On tire le signal d'alarme, et franchement, donc... Alors là, je vous en ai parlé très librement. Il est bien évident que je voulais traiter ça de manière humoristique dans mon roman, et j'attaque bien évidemment dès le premier chapitre sur ce point, puisque c'est bien sûr le point qui me tient le plus à cœur. Mais il y a d'autres sujets, comme par exemple les qualitistes. Vous savez qu'on a actuellement des gens qui se baladent un peu partout, toutes professions confondues, pour évaluer, qualifier, quantifier, mettre aux normes. Et ces gens grassement pétiers, y compris dans les professions médicales, dans les CMPP par exemple, viennent pour mettre aux normes et émettre un jugement. Sont-ils capables simplement d'évaluer une psychanalyse, une psychothérapie? J'en doute. Donc, après cette petite introduction, vous voyez donc que c'est bien sûr polémique, mais j'ai voulu le traiter de manière humoristique, parce que rien ne passe mieux que lorsqu'on dit les choses avec le sourire et avec l'humour. Et pour vous faire plaisir, puisque vous êtes déplacés, je vais quand même vous lire 3 petits extraits avant que nous allions nous régaler à l'étage en compagnie de Monsieur Prien. D'ailleurs, j'en profite avant de commencer la lecture. Monsieur Prien, merci d'avoir créé l'Harmattan,
parce qu'aujourd'hui c'est la grande édition universitaire. Évidemment, il ne publie pas les mémoires de Nabila, ni les problèmes familiaux déballés dans les best-sellers d'autres éditions. Votre préoccupation n'était pas commerciale, mais vous permettez au contenu, à la pensée, de s'exprimer. Soyez ici remerciés. Alors, je commence et vous voyez que j'attaque dès le début, avec humour, enfin j'espère que vous l'apprécierez. Nous allons le voir. La cérémonie a été aussi somptueuse que solennelle. Sophie Dupuis est la première mal comprenante à entrer à la prestigieuse école polytechnique, et les politiques de gauche comme de droite n'auraient pour rien au monde manqué l'événement. Ils devaient y être vus, leurs équipes respectives tweetant tous azimuts de leur côté. La société est enfin égalitaire. Il n'y a plus de discrimination. Tout le monde est satisfait de cette quiétude rassurante qui met fin à des siècles de compétition, de perdants et de gagnants, de barbarie en somme. Il y a eu certes débat. Il y a 8% de malcomprenants en France, c'est-à-dire un QI inférieur à 70, ce qui en fait une minorité importante, trop peut-être. Mais les opposants n'ayant pas trouvé d'arguments juridiques pour faire face, sa candidature a été acceptée et finalement retenue. Pour l'occasion, le directeur de la prestigieuse école a reçu la Légion d'honneur des mains de Jacques Deschamps, ministre de l'Éducation nationale fraîchement nommé, cet honorable ancien ouvrier de Veolia, promu ministre de la République grâce aux nouveaux quotas prévus dans chaque équipe ministérielle par la loi sur l'égalité des chances politiques. Aujourd'hui, à cette tribune, il a l'honneur et le privilège d'annoncer devant les journalistes venus nombreux que l'objectif n'est plus 80% d'une tranche d'âge atteignant le master, mais 100% de docteurs. Le doctorat pour tous, voilà un slogan très porteur. Il y aura donc à l'avenir des docteurs S plomberie, des docteurs S mécanique, des docteurs S pâtisserie. On envisage même un doctorat S chômage pour les moins chanceux, qui auront là une juste compensation. Comment a-t-on pu vivre auparavant dans une société sélective, où la compétition a posé des sauvages sanctions, des notes, des diplômes inégaux? Cela relève du mystère pour la génération bénie de notre monde enfin presque parfait. En fait, les choses ne se sont pas faites toutes seules pour Sophie. Il s'en est fallu peu que ce soit Guillaume Dufour, le premier mal comprenant, à avoir ce privilège. Mais Guillaume est un garçon sexuellement borné, hétéropolygame, tandis que Sophie avait l'avantage d'être asexuelle. Ce qui fait d'elle une représentante d'une minorité en voie d'extinction chez les malcomprenants, certes. Mais de plus, elle a par un grand-oncle défunt aux États-Unis un lien assez lâche, certes, mais reconnu, avec une sous-branche d'adventistes qui ne compte plus que quelques 7200 adeptes, sous-branche classée au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Et la diplomatie internationale est passée ici par-dessus les considérations d'ordre sexuel, communautaire ou politique. Et pendant ce temps-là, dans sa petite chambre de bonne, son cousin, dont le génie ne rentre dans aucune norme socialement acceptable, passe ses journées et ses nuits devant son ordinateur, seul, tout seul depuis quelques semaines, depuis ses 2 licenciements économiques et affectifs. Voilà pour l'introduction, voilà pour l'attaque. Sachez, petite parenthèse, qu'il existe un docteur S-pompier sur Terre, c'est le Premier ministre bulgare, ancien maire de Sofia, qui avait reçu ce titre honorifique, lui qui était pompier de formation, des mains, si j'ose dire, de l'ancien camarade président à vie, Givkov, qui remercie ainsi le protecteur de son intégrité physique. Mais bon, c'est une anecdote de l'histoire qui n'a rien à voir avec l'objet de mon livre. Je tenais quand même à le signaler parce que, vous voyez, il y a parfois des choses assez étonnantes. Autre passage, on va arriver maintenant dans le virtuel, et Georges, le personnage principal, qui était tout seul dans sa chambre, a fini par trouver des amis dans Second Life, après avoir fait un casse numérique, je vous en dis pas plus, à se trouver des amis, et notamment une Gaïa qui va l'adresser à une bande de hackers qui lui seront très utiles par la suite.
un message vocal de Gaïa. Salut Speedy, quand tu seras décidé à nous rejoindre, prends rendez-vous avec Mégalakos dans le monde réel pour faire une copie de ta mémoire. Pour une première rencontre, tu le trouveras sur le site d'Avalon dans Second Life. Bise. Mégalakos, tu parles d'un nom? Un mégalo assumé ou un geek plein d'humour peut-être, qu'importe. Si Gaïa m'adresse à lui, c'est qu'il connaît son business. J'ouvre Second Life, ça pédale, voilà. Rechercher Mégalakos, envoyer. Ah voilà, trouvé. Je me téléporte dans Avalon pour le rejoindre. Waouh! Un grand black cheveux rasta en tunique de cuir, clope au bec. Salut Mégalakos! C'est Gaïa qui m'envoie. Ce serait pour qu'on se voit dans le monde réel. Salut. Pas plus causant que ça, bon, je relance. Ben voilà, c'est que je pourrais être intéressé par un téléchargement de ma mémoire. Oui, je m'en doutais, mec, je m'en doutais. T'es libre ce soir? Ben oui. Quelle heure, où ça? Devant le Sacré-Cœur à 22h. Ça te va? Ah oui, bien sûr. Mais dis-moi, ça se passe comment? Ça fait mal? Comment tu te branches? T'as vu Matrix? Oh l'horreur, il va pas me coller une prise dans la nuque quand même. Eh ben ça n'a rien à voir. Et là, Mégalakos éclate de rire. Il semble enfin normal. Oh putain, il m'a foutu une de ses trouilles. T'inquiète mec, c'est comme dans le monde sans fil. Dans les années 70, on a pensé à ça. Même si à l'époque, techniquement, on ne pouvait pas imaginer ce qu'on fait aujourd'hui. Juste un casque. Les ondes cérébrales sont maintenant captées par un casque sans connexion physique intrusive. C'est sans douleur mec. C'est comme dans Assault Girl, Strange Days, Clone. Je précise pour vous que ce sont des films sur les mondes virtuels. Ça va, j'ai compris. Il m'a l'air fort ce gars, il faut que je lui demande. Une question que je me suis souvent posée. Est-ce que c'est parce que la science-fiction avait imaginé un truc que plus tard les chercheurs l'ont mis au point? Ou est-ce que c'est parce que c'était dans le sens inéluctable de l'évolution qu'avec ou sans science-fiction, ça aurait été mis au point? Bah, c'est parce qu'on l'a rêvé que les hommes l'ont créé ensuite. Tu sais, le vrai truc, c'est qu'il a fallu 5 siècles pour que les inventions de Léonard de Vinci soient réalisées. Je pense à sa machine volante, le premier prototype de l'hélicoptère. Mais il n'a fallu qu'un siècle pour que les rêves de Jules Verne se concrétisent. Le sous-marin, les hommes sur la Lune. Mais aujourd'hui, on est en pleine folie. La technologie a tellement progressé qu'elle est en avance sur les rêves de l'humanité. On n'a même pas encore imaginé toutes les applications des innovations technologiques qu'on a faites. Et en plus, on en fait tous les jours de nouvelles. Alors là, il m'épate. Je vois qu'il a pensé à la question. Et pas de douleur pour le téléchargement. Moi qui n'aime pas les piqûres, un casque, ça me va. Et un petit peu plus loin, en hommage aux psychanalystes ici présents et même aux autres, Janine, puisque la psychanalyse a été interdite, les livres ont été supprimés, enfin bon, c'est le nivellement culturel absolu. Et donc Janine, grâce à son neveu Georges, peut enfin faire sa première psychanalyse dans le monde virtuel. Parce que le législateur a pensé à tout, sauf au virtuel, cet espace de liberté, ce monde plus que parfait. Janine est heureuse, ce soir, elle va faire sa première psychanalyse en ligne. Le législateur a interdit les psychanalyses dans le monde réel, mais il n'a pas pensé à interdire dans Second Life. Et c'est avec bonheur que Janine s'est créé un avatar masculin avec la tête de Sigmund Freud. Et qu'elle va recevoir son premier patient, un cadre supérieur d'une agence de communication qui est en grande souffrance. Elle voulait s'aménager un joli petit cabinet dans Nice de Second Life, avec vue sur la mer, histoire de profiter du paysage entre 2 consultations. Du coup, elle m'a demandé un coup de main, à moi, à son neveu, à la fois pour ma compétence, mais aussi pour me donner un peu d'argent. Elle n'a toujours pas voulu comprendre que j'ai un nouveau travail à la Métacom, et surtout, elle ne saura jamais que je suis plein aux as. Alors j'ai accepté, et c'est Speedy qui a tout réglé en quelques minutes. L'achat du local, son aménagement, la méridienne pour les patients, le bureau de Janine, les étagères, les plantes vertes. Janine commence donc sa première thérapie virtuelle payée en Linden, qu'elle convertira ensuite en euros en fonction de ses besoins. Elle peut enfin exercer de nouveau son art, et elle ne déclarera rien de ses revenus au fisc. Le monde est fou, mais dans le virtuel, puisque tout est possible, le meilleur s'y trouve encore.
Janine, en attendant son patient, regarde la tranche des livres sur les étagères et constate avec surprise que sont rangés là tous les livres interdits depuis l'autodafé, dans la réalité. Les ouvrages de Sigmund Freud, les ouvrages de Lacan, de Mélanie Klein, même l'anti-livre noir de la psychanalyse de Jacques-Alain Miller, la réponse du neveu de Lacan aux ennemis incultes de la psychanalyse. Janine commande à son avatar de sortir un de ses livres au hasard, Psychopathologie de la vie quotidienne de Freud. L'avatar ouvre le livre, et là, miracle, elle lit la première page. Oublie des noms propres. J'ai publié en 1898 dans Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie un petit article intitulé blablabla. Janine n'en revient pas. Le texte intégral est sans retouche, sans censure. Elle range vite le livre et en ouvre un autre et constate avec bonheur que les textes ont été sauvés par des hackers et qu'elle les a là, dans sa bibliothèque virtuelle. Une fontaine de bonheur jaillit dans le cœur de Janine qui se met à pleurer de joie et elle finit par éclater de rire en voyant à l'écran Sigmund Freud lisant ses propres œuvres. J'aurais peut-être dû choisir un autre avatar. Trop tard, le patient arrive, on sonne à la porte. Bonsoir, monsieur Valette, je présume? Oui, en effet, mais je ne pensais pas tomber sur monsieur Freud lui-même. Oui, en effet, mais ne vous en faites pas, ce n'est qu'un avatar, une façade dans le métavers. Mais ça n'a aucune importance, puisque le transfert pourra se faire de la même façon, quel que soit l'avatar que vous aurez en face de vous. Et c'est bien là l'essentiel, n'est-ce pas? Vous savez un peu comment ça se passe, une thérapie? Bien sûr. J'en avais commencé une il y a 10 ans, mais j'avais dû arrêter comme tout le monde à cause des normes. Ah oui, je vois. Eh bien voyons cela, prenez place. Et c'est avec un bonheur immense que Janine ajuste le son, le volume du son, et contemple aux anges, sur son écran, Sigmund Freud entamant la cyber-psychanalyse d'un cadre du XXIe siècle. Voilà, that's all folks, c'est tout chers amis. Pour ce soir, si vous voulez en savoir plus, il faudra que vous le lisiez. Je vous remercie en tout cas de votre attention et puis merci encore d'être tous venus.